Le soleil matinal pénètre les hautes fenêtres du tribunal du comte d'Oakwood, projetant une lumière pâle froide sur le sol de marbre usé. Mark Hunson, un adolescent de 16 ans au visage encore juvénile, ajuste nerveusement ses cravates bleu marine. Un prêt de dernière minute qui semblait presque étrangère autour de son cou. Sarah avait passé une heure entière s'assurer que tout était parfait ce matin. De sa chemise blanche était impeccablement repassée, chaque pli soigneusement aplati. Ses chaussures noires brillaient d'un éclat presque miroir grâce à un polissage minutieux. Et ses cheveux bouclés habituellement teints dont tout avait été soigneusement coupé l'éveil. Encadre son visage avec une lettre inhabituelle, Sarah. Les yeux brillants d'un mélange d'espoir et d'inquiétude. Avait répété Mark qu'une apparence soignée et respectable pourrait faire pencher les balances en leur faveur, mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que dans cette salle d'audience, les apparences n'auraient aucune importance face à un système déjà biaisé. Marcus se tenait droit. Aussi droit que ce nerf tendu le lui permettre, mais sa main tremblait légèrement alors qu'il faisait face au juge William Harrison. La réputation de ce dernier fut précédée dans les petites villes de Miljuk, un endroit où les murmures sur ses pratiques judiciaires douteuses circulaient à voix basse. Mais opposé par le gouvernement, à 62 ans, le juge Harrison était une figure imposante, avec ses cheveux gris assez coupés courts et ses yeux bleus glaciaux qui semblaient transpercer toutes. Ce qu'il fixait, assis derrière son pupitre surélevé, il dominait les salles d'un regard sévère, un regard qui fit se nouer l'estomac de Mark. Comme si une main invisible serrait ses entrailles, l'atmosphère dans les salles était lourde, presque suffocante, saturée d'une tension silencieuse que même les rayons timides du soleil ne pouvaient dissiper. Les bancs du bois grinçaient légèrement sous le poids des spectateurs, dont les chuchotements s'évanouissaient dans l'air frais du matin. Affaire numéro 2019 JD1-1458. L'état contre Mark Hunson annonçait le greffière d'une voix claire et monocorde, son intonation résonnant dans les salles d'audience silencieuses comme un écho d'une cathédrale. Chaque mot semblait suspendu dans l'air, amplifiant l'anxiété qui pesait sur les épaules frêles de Mark. Il sentit son cœur battre plus vite, un tambour sourd dans sa poitrine, tandis que ses yeux se fixaient sur le juge Harrison, cet homme dont les décisions allaient sceller son destin, à ce moment précis. Mark comprit que ce n'était pas seulement un procès qu'il affrontait, mais le combat bien plus vaste, un complot contre des préjugés qu'il ne comprenait pas encore. Pleine note, mais d'où il ressentait déjà le poids écrasant. L'épreuve en faveur de Mark était accablante. Son avocat commis d'office, M. Rodriguez, avait présenté un dossier solide et un alibi parfait à quasi vierge. Un élève modèle avec des notes excellentes. Un engagement actif dans des activités de service communautaire. Une lettre de recommandation du directeur de son école. Même la vidéo de surveillance floue du magasin montrait un suspect qui mesurait moins 15 cm de moins que Mark. Votre note, plaida M. Rodriguez avec assurance, se tenant debout avec confiance. Les preuves démontrent clairement que Mark Hunson n'a pas pu commettre ce crime. Nous avons de multiples témoins fiables, des preuves documentées de sa localisation. Une vidéo de surveillance qui ne correspond pas à la description physique de mon client, Mark, est un élève modèle avec une moyenne de 4,0, qui fait du bénévole chaque semaine à des banques alimentaires locales. Le juge Harrison levait les mains. Interrompt l'avocat de la défense au milieu de ses phrases. Jean de la entendu thème. Rodriguez, dit-il d'une voix grave qui fit taire la salle d'audience, ce tribunal a vu de nombreux jeunes hommes comme M. Hunson qui se cachent derrière leurs réussites académiques, se croient au-dessus des lois. Sartonson serrait le bourbois jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, et l'observa. Le juge Harrison feuilletait quelques papiers. Sans même daigner regarder les photos des preuves étalées devant lui, les vidéos de surveillance. Continuer de jouer de silence sur l'écran de la salle montre clairement une personne différente commettant du vol. Mark Hunson tonne les voix du juge Harrison à travers la salle d'audience. Ce tribunal vous déclare coupable de vol aggravé. Compte tenu de la gravité de ce crime et de la nécessité de donner l'exemple aux autres jeunes de notre communauté, je vous condamne à 2 ans de détention juvénile. La salle éclatait, murmures et exclamations étouffent. Madame Wilson se levait. Sa voix tremblante de colère, c'est injuste, injuste, je vous ai dit qu'il était avec moi. Un huissier s'approche d'elle, lui faisant signe de se taire. Mark reste fige. Son esprit luttant pour comprendre ce qui se passait, de ça pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il sentit les bras de sa mère l'enlacer alors qu'elle commençait à sangloter doucement, son rêve d'admission anticipée à l'université, de ses candidatures pour des bourses. Ses projets d'avenir tous s'effondraient sous ses yeux. R.O.D. érigé commence immédiatement de plaider pour un appel, mais le juge Harrison se levait déjà, rassemblant sa robe autour de lui. Les séances levées, annonça-t-il, abattant son marteau avec un bruit sec qui semblait résonner comme l'écho d'un avenir brisé pour Mark. Alors que l'huissier s'approchait pour l'emmener en détention, Mark aperçut une autre personne dans le set, une jeune femme âgée d'environ 19 ou 20 ans, avec des traits similaires à ceux du juge Harrison. Observe la scène avec une expression troublée. Mark ne le savait pas à ce moment-là, mais il s'agissait d'Amy Harrison, les filles du juge. Et ce jour allait changer sa vie autant qu'il changeait le sien. Mark jetait un dernier regard. Se met essayant de graver son visage dans sa mémoire. Sache qu'il ne la verrait plus en dehors des heures de visite pendant les 2 prochaines années.
Je t'aime, maman, murmura-t-il alors que l'huissier le conduisait doucement mais fermement. Sardenson restait que les larmes coulent sur son visage. Regarde sous Fizinos tremblait tandis que le juge Harrison disparaissait par la porte de son bureau, totalement indifférent aux vies qu'il venait de détruire. Sardenson n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. Cette table de salle et manche, autrefois utilisée pour les repas familiaux avec Marcus, était maintenant couverte de piles de documents juridiques, d'articles de journaux et de dossiers judiciaires. Des tasses de café vides jonchaient les bords de la table alors qu'elle travaillait tard dans les nuits, ses lunettes de lecture posées sur le nez tandis qu'elle étudiait un énième dossier. 2 mois s'étaient écoulés depuis que son fils avait été injustement emprisonné, tous les mercredis et dimanches. Elle parcourait 45 minutes pour rendre visite au Marcus centre de détention juvénile. Observant impuissante son fils autrefois si vite devenir de plus en plus silencieux et être enfermé. Mais Sarah était loin d'être vaincue, elle était en colère. Et elle s'organisait, ce n'est plus seulement à propos de Marc. Expliqua-t-elle ses sœurs tracées, qui venaient chaque soir pour l'aider à trier les documents. Le juge Harrison fait ça depuis des années. Sarah prit un bloc-notes jaune rempli de notes. Elle avait commencé à documenter chaque affaire que le juge Harrison avait présidée au cours de les dernières décennies. Le schéma qu'elle découvrait était troublant, dont son emploi de jour comme professeur au collège communautaire. Sarah enseignait les statistiques, ses compétences s'avéraient maintenant précieuses. Elle créait des tableaux montrant que le juge Harrison infligeait aux accusés noirs des peines moyenne 65% plus longue que celle aux accusés blancs pour les mêmes crimes. Les chiffres étaient choquants mais les chiffres seuls ne suffiraient pas à mardi pluvieux. Alors qu'elle corrigeait des copies dans son bureau, Sarah reçut une visite inattendue, Madame Wilson. Les bibliothécaires qui avaient témoigné pour Marc Ventre portent une épaisse enveloppe en papier craft. J'ai fait quelques recherches de mon côté, dit Madame Wilson, en sortant plusieurs coupures de journaux anciennes. Il y a 10 ans, le juge Harrison laissait un adolescent bleu s'en sortir avec juste du travail d'intérêt général. D'une affaire de vol et l'étalage, les preuves contre lui étaient solides, mais son père jouait au golf avec le juge, et l'étalait d'autres articles sur le bureau de Sarah. Et voici 3 autres cas similaires. Les mains de Sarah tremblèrent alors qu'elle lisait les articles, cela pourrait aider à prouver un schéma de partialité, dit-elle, ajoutant rapidement les nouvelles informations de son dossier en expansion. La nouvelle de l'enquête de Sarah se répandit dans la communauté. De plus en plus de personnes commencèrent à se manifester avec leurs propres histoires. Un avocat local des droits civiques, Ins Martinez, l'a contacté après avoir entendu parler de ses recherches. Ce que vous avez découvert est significatif, lui dit Martinez lors de leur première rencontre dans son petit bureau, mais nous devons être stratégiques dans l'utilisation de ces informations. Le juge Harrison a des amis puissants dans cette ville. Sarah hochait les têtes. Sortons de ces dossiers soigneusement organisés, et j'ai tout documenté, statistiques, historique des affaires, déclarations de témoins. J'ai même trouvé des schémas de la façon dont ils s'adressent aux différents accusés selon leur race. Elle s'arrête au point d'une profonde inspiration. Mon fils est en détention juvénile pendant que le vrai voleur est probablement encore en liberté. Et personne ne semble se soucier. Martin examinait ses documents, son expression devenant plus sérieuse à chaque page. C'est un travail minutieux. Madame Hanson, avec votre permission, j'aimerais porter cela à l'attention du Conseil de révision judiciaire de l'État. J'ai aussi des contacts avec l'École Justice Initiative, en que ça reconstruisait son dossier. Elle continuait ses visites hebdomadaires et Marcus, chaque visite lui brisait un peu plus le cœur. Son fils qui rêvait autrefois de devenir médecin portait désormais un uniforme gris de détention juvénile et parlait vos bases de se survivre jour le jour. Mais elle s'assurait de lui remonter le moral, lui racontant ses progrès que le soutien croissant de la communauté. Les jeux commencent. Remarque mon bébé, lui dit-elle lors d'une visite. Madame Wilson était incroyable. Et nous avons maintenant un bon avocat, nous allons arranger ça, par une nuit. Alors que Sarah se préparait à lire, son téléphone sonnait. C'était un appel anonyme de quelqu'un prétendant travailler au tribunal. Vérifiez les dossiers du juge Harrison de 2015, dit-il rapidement. Il y a une affaire enterrée, similaire à celle de votre fils. Les dossiers sont dans les archives du sous-sol. Sarah ne put dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, elle se fit porter malade au travail et se rendit au tribunal, avec l'aide d'un greffier. Compatissant-elle trouvait le dossier, ce qu'elle découvrit fit trembler ses mains. Une autre affaire implique un jeune étudiant noir et un autre verdict douteux. Une autre vie déraillée, rentrant chez elle ce soir-là. Sarah remarqua un essuie noir qui les suivait. Elle prit 3 détours supplémentaires pour en être sûre. Le message était clair de son enquête. Rendait des personnes puissantes nerveuses, mais Sarah n'avait pas l'intention de reculer. Elle se garait dans son allée. Attraper ces dossiers qu'entre chez elle était haute, ils peuvent essayer de me faire peur, murmura-t-elle pour elle-même, ajoutant des nouveaux dossiers à sa collection. Mais ils ne savent pas ce que c'est que de s'en prendre à une mère qui se bat pour son enfant. Anne Harrison était assise dans la bibliothèque faiblement éclairée de son école de droit, ses mains tremblantes alors qu'elle fixait l'écran de son ordinateur portable. Ce qui avait commencé comme un simple projet de recherche pour son cours de justice pénale s'était transformé en une découverte bouleversante. Elle avait choisi d'analyser les schémas de condamnation de son père pour son mémoire.
S'attendant trouve des preuves de fait sagesse judiciaire, au lieu de cela. Elle trouvait quelque chose qui lui retourne à l'estomac. Ce n'est pas possible. Murmura-t-elle elle-même. Vérifiant les chiffres pour la 5e fois, les statistiques étaient claires. Dans les affaires impliquant des accusés noirs de moins de 25 ans, les peines de son père étaient systématiquement plus sévères. L'affaire Mark Hudson, qui datait de 3 mois, n'était plus une exception. Elle faisait partie d'un schéma. La maison familiale élégante des Arizons semblait différente ce soir alors qu'elle me franchissait la porte d'entrée. De photos de famille bordaient le couloir. Son père dans ses rôle de juge était vacances en famille. La célébration de son admission en école de droit, tout ce qu'elle avait autrefois vu avec fierté semblait maintenant terni. Le juge William Harrison était assis dans son fauteuil de cuir habituel. Ses lunettes de lecture posées sur le fait alors qu'il examinait des dossiers judiciaires. Voilà. Le futur avocat, te lança-t-il joyeusement, comme avance ton mémoire, Aimé se tenait dans l'embrasure de la porte-serre de son ordinateur portable. Hop. Il faut qu'on parle de tes affaires. Le sourire de son père s'effaçait légèrement. À propos de quoi? J'ai analysé tes dossiers de condamnation, dit Aimé. Se voix tremblante, l'affaire Mark Hudson me rendue curieuse, alors j'ai creusé plus loin. Elle ouvrit son ordinateur portable et te tourna vers lui. Comme expliques-tu ça? Le visage du juge Harrison se durcit alors qu'il regardait le tableur. Tu es trop jeune pour comprendre les complexités de la justice pénale. Emma, les statistiques peuvent être manipulées pour montrer n'importe quoi. Je les manipule. Rire, ta voix d'Aimé s'éleva. Ce sont tes propres dossiers. Mark Hudson avait des preuves solides de son innocence. Mais tu l'as quand même envoyé en détention juvénile. Il n'est pas le seul, sa mère. Patricia Harrison apparut dans l'embrasure de la porte attirée par les voix élevées. Que se passe-t-il ici? Notre fille semble penser qu'elle sait plus sur la justice qu'un juge avec 30 ans d'expérience, dit froidement le juge Harrison. Ferme l'ordinateur des mains. Mark Hudson était à tes bibliothèques en ce vol lieu. Il y avait des témoins. Des images de surveillance tout. Comme t'as-tu pu ignorer toutes ces preuves? Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Emma Marie Harrison. Son père se levait de toute sauteuse, l'imposa. Tu te remettras plus en question les décisions judiciaires de ta propre maison. J'ai passé une carrière à protéger cette communauté des criminels, ou de gens qui ne te ressemblent pas? Rétorqua Emma, parce que c'est ce que montrent les chiffres. Papa, c'est ce que montrent tes propres dossiers. Patricia tenta d'intervenir. Ne chérie, tout père a toujours été juste, ne maman. Il ne répétait, et met sorti d'autres documents de son sac. Regarde ses affaires. Des accusés blancs qui obtiennent une liberté conditionnelle pour les mêmes crimes qui envoyaient. Accusé noir de prison, tout est le visage du juge Harrison devint rouge. Ça suffit. Tu n'es qu'une étudiante en droit de première année. Tu ne comprends pas les nuances de chaque affaire. Des facteurs qui entrent en jeu dans ces décisions. Quels facteurs? Demanda Emma. Le couleur de leur peau? Parce que ce semble être le facteur principal de ton tribunal. Le bruit de la main du juge. Harrison frappa son bureau résonnait à les pièces. Je ne serai pas accusé de racisme de mes propres maisons que par mes propres filles, et met un bon. Bien que tout son corps tremblait, alors explique l'affaire Mark Hudson. Explique pourquoi tu as ignoré toutes les preuves, explique pourquoi un élève modèle de 16 ans est en détention juvénile pour un crime qu'il ne peut plus commettre. Son père se détournait. Regardant par la fenêtre, j'ai de tes chambres et des mains, nous en avons fini ici, nous papa. Nous n'en avons pas fini. Elle rassemble ses affaires, je pars, je ne peux pas rester ici ce soir, je ne peux pas faire semblant que tout va bien, et ne, s'il te plaît, supplier sa mère. Ne pars pas comme ça, mais Emma se dirigeait déjà vers la porte. Alors qu'elle attrapait ses clés de voiture, elle entendit les voix de son père. Plus froide qu'elle ne l'avait jamais entendu. Si tu franchis cette porte, ne t'attends pas à recevoir plus de soutien pour l'école de droit, et me s'arrête. Les mains sur le poignet de la porte. Des années d'amour et de respect pour son père luttaient contre ce qu'elle savait être juste. Puis, elle pense à Mark Hudson assis dans une cellule pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Elle prit sa décision, garde en argent. Dit-elle doucement, je préfère me débrouiller pour payer les côtes que de faire semblant de ne pas voir ce que tu fais. Elle ouvrit la porte et sortit dans la nuit. Laissant derrière elle un silence plus lourd que tout ce que les maisons des Harrison avaient jamais connu. Le bureau du Milkjoog Gazette bourdonnait d'une énergie inhabituelle un mercredi matin. Le journaliste Michael Chen fixait son écran d'ordinateur. Lisons de mails qui étaient arrivés anonymes réveil au soir, les pièces jointes contenaient des dossiers judiciaires, des analyses statistiques et un schéma troublant de partialité judiciaire dans le tribunal du juge. Harrison, chef, il faut que vous voyiez, rappelait Michael et son rédacteur en chef. L'un des piteuses. Il avait passé toute la nuit à vérifier des informations, vous vous souvenez de l'affaire de vol. Dans le magasin, celle avec l'adolescent Mark Hudson, ça va bien plus loin qu'on ne le pensait. Linda se pencha par-dessus son épaule. Ses yeux s'écarquillent alors qu'elle parcourait les documents, ces chiffres sont vérifiés. Vérifiez 3 fois par mois, mais répondit Michael. Il y a plus, le propriétaire du magasin va enfin accepter de parler, 2 heures plus tard. Michael était assis en face de Monsieur Thompson, le propriétaire du Wilson's Convenience Store. Dans un café tranquille, le vieil homme jouait nerveusement avec sa tasse de café.
L'air inquiet, j'ai trouvé des vidéos de surveillance originales, dit Monsieur Thompson à voix basse. Faisons glisser une clé USB sur la table, le police ne que les copies floues. Mais c'est la version claire de mon système de sauvegarde, j'avais peur de me manifester. Avant, de retour au bureau. Mika et Clint regardèrent la vidéo parfaitement nette, elle montrait une personne totalement différente de Mark Johnson en train de commettre le vol. Une personne plus petite et les peaux plus claires. Portant une casquette de baseball rouge distinctive, a te dit l'un d'être pointant l'écran. Arrête cette image, elle plissa les yeux. On dirait Tommy Philippe, son père n'est-il pas conseil municipal? L'enquête prit de l'ampleur, de plus en plus de personnes commencèrent à se manifester. Madame Chen, de les blanchisseries face du Wilson's Convenience Store. Avait vu Tommy Philippe s'enfuir du magasin ce jour-là, et il l'avait dit à la police. Mais ces déclarations n'avaient jamais été incluses dans le rapport officiel. Pendant ce temps, la documentation méthodique de Sarfenseul sur les affaires du juge Harrison avait atteint le Conseil de révision judiciaire de l'État. Le Conseil ne pouvait ignorer des preuves accablantes. Des centaines d'affaires montrent un schéma clair de condamnation discriminatoire. Les chaînes de télévision locale reprirent l'histoire, le titre Justice au noir et blanc. Le dossier controversé d'un juge clignotait sur les écrans à travers l'État, devant le tribunal. Des manifestants se rassemblaient, brandissant des pancartes qui disaient libérer Mark Johnson et justice égale pour tous. Amy Harrison regardait le reportage télévisé depuis son petit appartement, où elle séjournait depuis qu'elle avait quitté la maison. Son téléphone vibrait avec un texto de ça. Mais ton père est furieux, toute la ville parle de ça. Mais Ahmed pensait pas à la réputation de son père, elle pense à Mark Johnson. Toujours en détention juvénile malgré des preuves croissantes de son innocence, elle prit une décision qui composait le numéro de Michael Chen. J'ai plus d'informations, dit-elle lorsqu'il répondait sur les affaires de mon père. Et je suis prête à témoigner publiquement. Le lendemain matin, le Gazette titrait première page. Les filles du juge parlent d'un schéma de partialité qu'on ignorait. Le témoignage courageux d'Em, combiné de preuves statistiques et les nouvelles vidéos de surveillance, crée une tempête parfaite. Le bureau du procureur de district ne pouvait plus ignorer les situations. Ils lancèrent une révision officielle de l'affaire de Marcu, ainsi que de dizaines d'autres traités par le juge Harrison au centre de détention juvénile. Marcu était assis dans les salles communes, se regardant à la télévision. D'autres détenus se rassemblaient autour de lui. Lui tapant au dos, ses mères lui avaient rendu visite et avaient lui disant de tenir bon, que la vérité finissait par éclater. Tommy Philippe, sous la pression de toutes parts, finit par avouer, il admit le vote, révélant qu'il luttait contre un problème de drogue et avait besoin d'argent. L'influence de son père l'avait protégé jusqu'à présent. Les bureaux du juge Harrison, autrefois un lieu d'autorité incontestée, devinrent étrangement silencieux. Ce secrétaire remarqua qu'il passait des heures à fixer de vieux dossiers, en particulier celui de Mark Johnson. Le juge avait toujours cru qu'il rendait les justices. Mais maintenant, face à des preuves indéniables de ses préjugés, des fissures commençaient à apparaître dans son attitude sévère. L'histoire atteignit les médias nationaux. Des organisations de droit civique publièrent des déclarations. Et des experts juridiques commencèrent à examiner des schémas similaires dans d'autres juridictions. Ce qui avait commencé comme le combat d'une mère pour son fils avait déclenché une conversation plus large sur la justice et les préjugés raciaux dans le système judiciaire. Sarah Johnson se tenait dans son salon. Regarde les reportages tout touchant le cadre vide où la photo de remise de diplôme de Marcu aurait dû se trouver. Tiens bon, encore un peu ton bébé, murmura-t-elle. La vérité finit par éclater, et Amy Harrison était assise dans les salles datant du bâtiment du Conseil de révision judiciaire de l'État. Son cœur battait pour rompre. Le dossier Kraft sur ses genoux contenait des documents qui pourraient mettre fin à la carrière de son père et ses relations avec sa famille pour toujours. Son témoignage était prévu, dit-ce. Et l'horloge au mur indiquait 9h45. Son téléphone vibrait de nouveau. Un autre message de SMS, s'il te plaît. Ne fais pas ça à ton père, on peut régler sa famille. MV éteignit son téléphone. Se souvenons des pleurs de la mère de Mark Johnson dans les salles d'audience 3 mois plus tôt. Mademoiselle Harrison, une femme en tailleur bleu marine apparaît à la porte. Le conseiller est prêt de vous recevoir. Les salles d'audience étaient plus petites qu'Emmett l'avait. Imagine, rien à voir avec le gros tribunal de son père. 5 membres du conseil étaient assis derrière une longue table avec leur visage sérieux alors qu'ils examinaient leurs papiers. Une sténographe était assise dans un coin. Se doit plaindre au-dessus de ces machines sténotypes. Veuillez indiquer votre nom pour le procès-verbal, dit le président de ses voix douce mais ferme. Mme Marie Harrison, fille du juge William Harrison, tes voix d'Emma tremblait légèrement. Mais elle se forçait à continuer. Je suis étudiante en droit de première année à l'université. Dites, mademoiselle Harrison, nous comprenons que cela doit être difficile pour vous. Dit l'un des membres masculins du conseil, prenez votre temps. Amy ouvrit son dossier et sortit ses recherches. J'ai découvert ce schéma, faisons des recherches pour un projet scolaire. Au début, je ne voulais pas y croire. Elle tendit des copies de son analyse aux membres du conseil. Au cours des 10 dernières années, mon père le condamné les accuse de noir et des peines en moyenne 65% plus longues que celles des
Accusé blanc pour les mêmes crimes, les salles étaient silencieux, à l'exception du cliquetis de la machine de sténographe, dans l'affaire de Mark Johnson. Continuez, ses voix devenant plus assurées. Mon père ignorait des preuves substantielles de son innocence, des images de surveillance, de multiples témoins, et un alibi solide où tous étaient rejetés sans considération appropriée. Soudain, les portes de la salle d'audience s'ouvrent, le cœur d'Em s'arrête presque lorsque son père entre. Suivi de son avocat, le visage du juge Harrison était blême, et alors qu'il prenait place au fond de la salle, les mains d'Em tremblèrent. Mais elle continua, j'ai trouvé des schémas similaires dans des dizaines d'affaires l'affaire. Comme ce en 2018, l'affaire River en 201 l'affaire Washington en 201 elle énumérait chaque injustice. Conscient des yeux de son père qui le fixait dans son dos, le véritable suspect du vol de l'affaire Johnson est maintenant à vous, ajouta-t-elle. Et pourtant Mark Johnson reste en détention juvénile parce que mon père refuse de reconnaître son erreur. Pendant les 2 heures suivantes, Ember répondit aux questions du conseil. Expliquons sa méthodologie de recherche, fournissons des exemples spécifiques et partageons des observations personnelles sur le comportement de son père sur le banc. Il pouvait entendre son père remuer sur son siège derrière. Et se racle la gorge de temps alors que l'audience touchait à ses fins. Le président posait une dernière question, mademoiselle Harrison. Qu'est-ce qui vous a motivé de vous manifester? Amy se tourne enfin pour regarder son père, leurs yeux se croisèrent à travers les salles. J'ai été élevé dans la croyance de la justice, dit-elle, sa voix claire et ferme. Mon père m'a appris ça, il me disait toujours que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais c'est toujours nécessaire. Aujourd'hui, je vis selon ces mots. Même s'il ne le fait plus, le visage du juge Harrison se froisse un instant avant qu'il ne se ressaisisse rapidement. Son avocat lui murmura quelque chose à l'oreille, mais il secoua légèrement la tête. Ses yeux ne quittant jamais sa fille, l'extérieur de la salle d'audience. Des journalistes attendaient avec des caméras et des micros, et une de s'éclipsait par une porte latérale. Mais peur d'entendre le président du conseil annoncer qu'une enquête complète serait lancée sur toutes les affaires du juge Harrison des 10 dernières années, dans le parking, et me trouvait Sarah Johnson qui l'attendait près de sa voiture. Elle ne s'était jamais parlé. Auparavant, Sarah l'avait contacté après avoir lu son interview dans le journal. Merci, dit simplement Sarah. Les yeux remplis de larmes, ce que vous avez fait là-dedans peu de jours rêver assez de courage. Une sentit ses propres larmes commencer à couler. Je n'arrêtais pas de penser à Marcus. Et tous les autres, quelqu'un devait parler. Sarah serrait fort dans ses bras. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, vous avez fait ce qu'il fallait. Rentrant chez elle dans son petit appartement, et me passa devant les maisons de son enfance. La lumière du porche était allumée, sa mère la laissait toujours allumée pour elle, mais ce soir, comme chaque soir depuis qu'elle avait décidé de témoigner, elle passa devant sous s'arrêter. Certaines décisions changent tout. Il n'y a pas de retour en arrière. Le jour où Mark Johnson sortit du centre de détention juvénile, le ciel était d'un bleu éclatant, il plissait les yeux sous la lumière vive du soleil, portant encore l'uniforme du centre de détention car les vêtements qu'il portait de son arrivée lui allaient peu. Preuve-moi de conflit l'avait changé, qu'il était plus mainte, plus silencieux. Ses yeux portent une méfiance qui n'était pas vue auparavant. Sarah Johnson l'attendait près de ses voitures, essayant de retenir ses larmes alors qu'elle regardait son fils marcher vers elle. Derrière elle se tenait Monsieur Rodriguez, leur avocat, tenant un dossier contenant les papiers de libération de Mark et les excuses officielles du tribunal. Mon bébé, murmura Sarah, enroulant ses bras autour de Mark. Il semblait plus petit, plus fragile qu'elle ne se souvenait. Rentrant à la maison, le trajet de retour fut silencieux. Mark regardait par la fenêtre, observe les rues familières défiler. Ils avaient manqué son 17e anniversaire la semaine précédente. Les célébrations viendraient plus tard. Pour l'instant, il avait juste besoin de temps pour tout assimiler, prendre ce temps de l'autre côté de la ville. Le juge William Harrison était assis seul dans son bureau, fixant l'avis de suspension sur son bureau. L'enquête du Conseil de révision judiciaire de l'État avait été rapide et approfondie. Ils avaient examiné plus de 400 de ses affaires, trouvant des preuves claires de préjugés raciaux dans ses schémas de condamnation. Son téléphone sonna. Un autre journaliste cherchant un commentaire. Il eut laissé basculer sur la messagerie vocale. Comme une dizaine d'autres appels, le titre du journal local ce matin le disait: le juge Harrison suspendu en attendant une enquête complète sur des condamnations discriminatoires. Un coach s'est pour toute fille lever les yeux. C'était Patricia Xefa. Portant une petite boîte. Ils veulent que tu vides ton bureau d'ici demain, dit-elle doucement. Et de rappeler. Elle voulait savoir si tu vas bien. Les mains du juge Harrison tremblèrent alors qu'il ramasse une photo encadrée sur son bureau de la célébration de l'admission d'Em en école de droit. Je ne l'ai pas vu, murmura-t-il. Peut-être que je ne voulais pas le voir. Toutes ces années, les maisons de Mark était assis sur son lit, touchant ses affaires comme pour s'assurer qu'elles étaient révélées, ses trophées de basketball, ses médailles de foire scientifique, ses essais de candidature et d'université. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Mais il n'était plus la même personne qui avait quitté cette pièce 3 mois plus tôt. Mark appelait sa mère depuis le rez-de-chaussée. Quelqu'un est pour te voir. Il descendait et trouvait Amy Harrison dans leur salon. Mark
Reconnue de la salle d'audience, mais elle semblait différente maintenant, moins apprêtée. Plus humaine, je voulais m'excuser, dit Emma. Se voix tremblante, ce que mon père te fait, je suis tellement désolé. Marc étudiait son visage. Tu as tout risqué pour dire la vérité. Tu n'as pas besoin de t'excuser, le conseil de révision judiciaire de l'État n'avait pas fini. Ils ordonnèrent une formation obligatoire et de sensibilisation pour tous les juges du district. Les affaires du juge Harrison des 10 dernières années seraient examinées par un panel indépendant. Certaines peines pourraient être réduites ou annulées entièrement. Ce soir, le juge Harrison était assis dans son bureau à la maison. Regardant les reportages locaux sur la libération de Marcus, le journaliste avait brièvement interviewé Marcus. S'est sorti du centre de détention. Quels sont vos projets maintenant? Avait demandé le journaliste. Je veux finir le lycée, avait répondu Marcus. Puis elle fait en école de droit. Il faut que quelqu'un s'assure que ça n'arrive plus à personne. D'autres, le juge éteignit la télévision. Ses mains tremblantes alors qu'il attrapait son téléphone, il fit défiler jusqu'au numéro des mains. Hésite puis tape. Tu avais raison, j'avais tort, je suis désolé. 3 minutes plus tard, son téléphone vibrait avec ses réponses. Ce n'est pas moi que tu dois t'excuser. Dans sa chambre, Marc ouvrit son ordinateur portable pour les premières fois depuis sa libération. Des centaines de messages l'attendaient de camarades de classe, de professeurs et d'étrangers qui avaient suivi son histoire. Un message attirait son attention. Celui d'une organisation locale de droit civique lui proposant un stage. Sarge observait son fils. Depuis l'embrasure de la porte, le voyant sourire pour les premières fois depuis sa libération. Le combat n'était pas terminé, il y avait encore des centaines d'affaires examinées. Des vies reconstruire et un système réformé, mais ce soir son fils était à la maison. De l'autre côté de la ville, le juge Harrison se tenait de ses bureaux vides une dernière fois. Il ramassa les dernières photos. Sur son bureau, lui-même dans sa robe de juge le jour de sa nomination. Il avait été si fier si sûr de sa droiture, maintenant cette certitude avait disparu. Remplacé par le lourd poids de reconnaissance, en éteignant de lumière. Il comprit enfin que les véritables justices nécessitaient plus que de simplement suivre la loi. Elle demandait de regarder dans son propre cœur et de reconnaître les préjugés qui y résidaient. Sainte passait rapidement, Mark Hunson ajusta ses cravates marchant dans les couloirs de l'école de droit de l'université d'État. À 22 heures, il se tenait avec une confiance discrète. Ses cartes d'identité du centre de détention gardées dans son portefeuille comme un rappel de tous qu'il avait traversé. Les salles de conférence étaient bondées lorsqu'il atteignit le pupitre. En tant qu'étudiant de droit de 3e année, il avait été invité à parler de la réforme de la justice juvénile dans le public. Il repérait sa mère Sarah, qui dirigeait maintenant une organisation à but non lucratif aidant les familles touchées par les préjugés judiciaires. Mon histoire commence par une injustice, commença Marc. Sa voix forte et claire, et elle ne s'arrête pas là. Il partage son expérience. Observant ses étudiants prendre de notes frénétiquement. Certains d'entre eux avaient étudié son affaire dans leur cours de justice pénale à l'autre bout de l'étude à l'école de droit, car Harrison faisait également des vagues. Ce test sur les préjugés raciaux et les prises de décision judiciaires avait attiré l'attention de l'Innocence Project. Aujourd'hui, elle était assise dans leur bureau. Examinant des affaires similaires à celles de Marcus, nous avons identifié 15 autres affaires de le cours de votre père qui nécessite un examen immédiat, dit son superviseur. Pose une pile de dossiers sur son bureau, une poche à la tête. Attrape le premier dossier, les signatures de son père figuraient au bas de chaque document de condamnation. Un rappel de pourquoi elle avait choisi ce chemin. Plus tard dans l'après-midi, Marc reçut un mail inattendu. L'association du barreau de l'État voulait qu'il dirige un programme de mentorat pour les jeunes aspirants avocats issus de milieux défavorisés. Alors qu'il lisait le mail, son téléphone vibrait avec un texto d'Emma. Allume chaîne 4 maintenant, disait son message. Les informations montraient le juge Harrison paraissant plus âgé et plus humble. Parle lors d'une conférence sur la réforme judiciaire. C'était sa première apparition publique depuis qu'il avait terminé son programme de formation de sensibilisation de conseil. Mes propres préjugés m'ont aveuglé face à la véritable justice, admis le juge Harrison public. Il a fallu tout perdre dans mes positions de réputation et surtout le respect de la fille pour voir la vérité. Marc regarda l'écran. Se souvenant de l'homme qu'il avait condamné se réfléchir, le juge semblait différent maintenant. Son arrogance remplacée par ce qui semblait être un remords sincère ce soir. MV était assise dans son petit appartement entouré de dossiers. Les mots de son père lors de les conférences jouaient sur son ordinateur portable. Des larmes roulèrent sur ses joues alors qu'elle l'écoutait reconnaître ses erreurs publiquement pour le première fois. Son téléphone sonnait. C'était Marcus. J'ai vu le discours de ton père, dit-il. Moi aussi, répondit Emma. Penses-tu que les gens peuvent vraiment changer? Il faut que je croie qu'ils le peuvent, répondit Marcus. Sinon, pourquoi nous battons-nous? Le lendemain matin, Marcus visitait son ancien centre de détention juvénile. Cette fois, tant qu'avocat militant, il parcourut les mêmes couloirs qu'il avait été en prison. Par un peu jeune détenu partageant son histoire offrant de l'espoir, dans une cellule, il rencontrait un garçon de ses os qui lui rappelait lui-même. Le garçon avait été condamné par Anne. Autre jugé, un historique de condamnation sévère pour les jeunes issus de minorités. Marcus sortit son carnet comme Emma lui avait appris pour tout documenter. Pendant ce temps,
M faisait face à ses propres défis à l'Innocence Project. Certains collègues remettaient en question son engagement. L'un d'eux se demandera si elle essayait d'expier les péchés de son père, mais avec chaque affaire. Qu'allait-elle faire annuler? Elle faisait ses preuves pendant le déjeuner. Elle reçut un appel inattendu de sa mère. Ton père était invité à parler dans des écoles sur les préjugés dans le système judiciaire, dit Patricia. Il voulait savoir si tu l'aiderais à préparer ses discours. Elle reste silencieuse un moment. Dis-lui que je vais y réfléchir, cet après-midi-là. Marcus et me se retrouvèrent dans leur café habituel. Ils avaient formé une amitié improbable. Liés par leur engagement commun pour la réforme de la justice. Tous deux avaient choisi des chemins qui les mettaient en désaccord avec les attentes de leur famille. Marcus aurait pu poursuivre une carrière plus sûre. Amy aurait pu rejoindre un cabinet d'avocats prestigieux. J'ai obtenu la subvention. Annonce Marcus, faisant glisser la lettre d'approbation sur la table. Le financement aiderait à établir une clinique juridique pour les accusés juvéniles, les Missouri. On est vraiment en train de faire ça, mais ça peut changer le système d'une affaire à la fois. Marc hochait la tête, c'est des places rapides. Mais ça avance, alors qu'ils discutaient de leur projet. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce partenariat il y a 5 ans. L'adolescent justement condamnerait les filles du juge. Travaillent ensemble pour réparer un système brisé, leur chemin vers la rédemption. Concernés plus seulement eux-mêmes, ils visaient à créer le système judiciaire qu'ils auraient souhaité avoir lorsque Marcus était tenu pour les premières fois dans le tribunal du juge Harrison. Les conférences sur la réforme judiciaire de l'État vibraient d'excitation, les salles principales étaient remplies de juges et d'avocats et de militants venus de tout le pays. Sur scène, 2 noms apparurent sur l'écran numérique, conférenciers principaux Marcus et Amy. Harrison construire une nouvelle voie vers la justice. Marcus, maintenant étudiant droit sur le point des diplômés militant pour la justice juvénile. Ajuste son micro, 22 ans. Il se tenait avec la force tranquille de quelqu'un qui avait transformé sa douleur en mission, Amy. Se tenait à ses côtes. Son travail avec l'Innocence Project ayant permis de libérer 12 jeunes injustement condamnés. Cours de l'année passée, au premier Sartonson était assise avec fierté, tenant les mains de Madame Wilson. Les bibliothécaires qui n'avaient jamais cessé de les soutenir, derrière elle se trouvait Patricia. Harrison fait la surprise générale que le juge William Harrison lui-même, paraissant plus âgé et plus humble dans un simple costume gris il y a 5 ans. Comment ça marquait que je me tenais dans une salle d'audience, regardant mon avenir disparaître à cause des préjugés d'un homme, ses yeux croisèrent brièvement ceux du juge Harrison, mais aujourd'hui je suis ici pour parler de cette injustice. Je suis ici pour parler de changement, et me s'avança, quand j'ai découvert les schémas de condamnation biaisée de mon père, j'ai pensé que révéler la vérité suffirait. Mais nous avons appris que le vrai changement demande plus que de simplement révéler l'injustice. Il exige de reconstruire tout le système. Ils dévoilèrent leur nouvelle initiative, le programme Second Chance de Justice. Ce programme fournirait un soutien juridique, des opportunités éducatives et du mentorat pour les jeunes dans le système judiciaire, avec un accent particulier sur la lutte contre les préjugés systémiques depuis son siège. Le juge Harrison écoutait ce filet Marcus décrire des affaires similaires à celles qu'il avait présidées. Chaque histoire le frappait comme un coup physique, mais il se forçait de rester. Le témoigner, notre programme a déjà reçu le soutien de 30 juges qui se sont engagés à examiner leurs propres préjugés. Annonce marquée aujourd'hui. Nous ajoutons un autre nom à cette liste. Le public murmure alors que le juge Harrison se levait. Lentement, il marcha vers les scènes. Chaque pas lourd du poids de ses actions passait. Marcus et Amy s'écartèrent. Le laisse approcher du micro. Je suis William Harrison, dit-il, sa voix tremblante. Certains d'entre vous me connaissent comme le juge qui envoyait un adolescent innocent. Détention juvénile. D'autres me connaissent comme le père dont les filles eut le courage de s'opposer à l'injustice. Il s'arrête se ressaisissant. Aujourd'hui que je me tiens devant vous non pas tant que juge, mais ton homme qui demande une chance de réparer ce que j'ai contribué à briser, Sarah. Hanson observait son fils s'avancer et serrer les mains de l'homme qui l'avait injustement condamné. Ce geste n'était plus un pardon. C'était quelque chose de plus puissant qu'une reconnaissance que le changement était possible. Après les conférences, ils se réunirent dans une petite salle de réunion. Le juge Harrison fait face à Marcus directement pour les premières fois depuis les condamnations. J'ai passé 5 ans en thérapie apprenant à reconnaître mes préjugés, dit le juge doucement. Mais rien ne m'est plus appris que de vous regarder transformer mon injustice en quelque chose de positif. Marcus hochait la tête. Le système ne m'est pas brisé, juge Harrison. Au contraire, il me montrait ce qui devait être réparé. Il me serra son père dans ses bras pour les premières fois dans des années. Patricia essuyait des larmes de ses yeux alors qu'elle regardait sa famille commencer lentement. Derrière lendemain, les journaux locaux publièrent l'histoire. Un ancien juge s'associait à l'homme qui l'injustement condamnait, mais les véritables histoires ne se trouvaient peu dans le gros titre, et elles résidaient dans les petits détails, dans les manières dont Marcus mentorait maintenant des jeunes difficultés avec les lois, dans la façon dont M avait trouvé sa véritable vocation en aidant les autres à chercher justice, dans les manières dont le juge Harrison parlait maintenant dans les écoles sur les reconnaissances faits. La confrontation des préjugés personnels, alors qu'ils quittaient le centre de conférence. Marcus et Amy marchaient avec leur famille, une forme plus d'unité séparée liée par une
Injustice était partenaire dans la création du changement. Le soleil déclinait lentement à l'horizon. Peigne le ciel de mille jougs d'une palette de couleurs chaudes de teintes d'orange brûle, de rose tendre et de violet profond se mêlent dans une danse silencieuse. Comme pour célébrer la fin d'une journée mémorable, Mark Hunse, désormais un jeune homme de 22 ans, se tenait sur une petite colline à l'extérieur du centre de conférence. Ses yeux sombres fixent sur ce spectacle de la nature, il ajuste machinalement ses cravates. Un geste devenu familier au fil des années cette fois. Il n'y avait plus de peur ni d'incertitude dans ses mouvements, et ses côtés étaient raison. Son improbable allié, observait elle aussi le coucher de soleil. Un sourire doux illumine son visage fatigué mais déterminé, derrière eux. Les bannières de leur nouveau programme, le second chant Sud Justice, flottaient doucement dans les brises du soir. Ces lettres blanches brillant sous les derniers crayons du soleil, Sarton la mère de Mark, se tenait quelque peu de son appareil photographie. Prêt à capturer cet instant précieux, le juge William Harrison, désormais vêtu d'un simple costume gris, se trouvait en arrière-plan. Son visage marqué par les années des remords, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, celle de l'espoir et de la rédemption, tu sais. Murmurait marqué de ses voix basses mais empreintes d'une émotion profonde. Quand j'étais en détention, je n'ai jamais imaginé une fin comme celle-ci, il s'arrête un instant. Les sauves caressaient son visage. Comme s'il cherchait à se rappeler ces jours sombres qu'il était enfermé, où chaque minute semblait une éternité, il se souvenait des murs gris froids du centre de détention juvénile. Des nuits au sommet où il se demandait si les justices existeraient un jour pour lui. Un jeune garçon noir accusé à tort, ses souvenirs bien peu douloureux, étaient désormais une source de force pour lui, un rappel constant de tout ce qu'il avait surmonté. Aimé tourna la tête vers lui. Ses yeux verts scintillant sous la lumière déclinante, un sourire léger presque mélancolique se dessinait sur ses lèvres. Peut-être que ce n'est plus une fée, Mark, répondit-elle doucement. Se voix teintée d'une sagesse qu'elle avait acquise à travers ses propres batailles, peut-être que c'est juste un début. Il s'arrête, laissant ses mots flotter dans l'air et son regard se perdre de nouveau dans le ciel. Pour M, cette journée marquait un tournant non seulement dans sa relation avec son père, mais aussi dans sa propre quête de justice. Elle repense aux nuits blanches passées à la bibliothèque de l'école de droit, aux larmes qu'elle avait versées en découvrant les préjugés de son père. Et à ce moment qu'elle avait choisi de tout risquer pour dire la vérité, ce choix avait brisé sa famille, mais il lui avait aussi donné un but, une raison de se battre toujours à l'affût de chaque instant significatif. Levant son appareil photo avec des mains tremblantes d'émotion, elle capturait l'image parfaite. Mark et Emile côte à côte, tenant les bannières de leur programme. Leur silhouette découpée contre le ciel flamboyant, au loin. Le juge Harrison semblait presque disparaître dans l'ombre, mais sa présence était là, humble et discrète. Comme un symbole de changement, Sarah sentit une larme rouler sur ses cheveux alors qu'elle abaissait son appareil. Elle revit en un éclair les jours sans peu qu'elle avait cru perdre son fils à jamais. Les nuits interminables passées à étudier des dossiers judiciaires. Les moments où elle avait dû ravaler sa peur pour continuer à se battre. Mais aujourd'hui, elle voyait son fils debout de pied faux, prêt à transformer son épreuve en une mission pour aider les autres. Ce moment, baigné par la lumière dorée du coucher de soleil, était une victoire qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. L'histoire d'un juge raciste et d'un jeune noir innocent, qui avait commencé dans une salle d'audience froide et injuste, s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Ce n'était plus seulement l'histoire de Mark, des murs du juge Harrison, c'était un témoignage vibrant de la possibilité de changement. Un hommage à la puissance de la vérité. Vu dans le difficile chemin vers la justice, chacun d'eux avait joué un rôle dans cette métamorphose et marqué qu'avec sa résilience et sa détermination à transformer ses douleurs en action, et qu'avec son courage de défier son propre père pour défendre ce qui était juste, Sarah, avec son amour indéfectible et son acharnement de faire entendre la voix de son fils, et même le juge Harrison, qui après des années d'aveuglement, avait enfin trouvé le courage de regarder ses erreurs en face et de chercher la rédemption. Alors qu'ils descendaient les collines ensemble, leur père résonne doucement sur l'herbe. Ils portaient avec eux une certitude profonde que bien que le passé ne puisse être changé, l'avenir était encore entre leurs mains. Mark sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. Il savait que le chemin serait encore long, que le système judiciaire restait imparfait, mais il croyait fermement que chaque pas qu'ils faisaient ensemble contribuait à construire un monde plus juste. Et mieux marchant de ses côtes sentit elle aussi une lueur d'espoir. Elle savait que son père avait encore beaucoup à réparer pour leur relation. Mais elle était prête à avancer d'un pas de foi. Sarah tenant les mains de son fils, sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Le juge Harrison, suivant à quelque peu derrière, murmure une prière silencieuse pour que ses actions futures puissent, d'une certaine manière, réparer le mal qu'il avait fait pour mes pères. Cette histoire m'a profondément marqué. Elle m'y apprit que la justice n'est plus une notion abstraite ou un idéal lointain, mais un combat quotidien. Fait de petites victoires et de grandes luttes, j'ai réalisé que le changement commence souvent par un seul acte de courage, celui de Mark, qui est tenu bon face à l'injustice, celui d'Emma, qui choisit les vérités au détriment de sa famille, ou celui de Sarah, qui n'a jamais abandonné. Mais surtout, j'ai compris que la rédemption est possible même pour ceux qui ont commis de graves erreurs.
Comme le juge a raison, cette histoire nous enseigne l'importance de l'empathie, de l'écoute et de la persévérance, et nous rappeler que nous avons tous un rôle à jouer dans les construction d'un monde plus équitable et que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir comme ce coucher de soleil qui illumine le chemin de Marcus. D'aimer de leurs familles alors qu'ils s'éloignent, leurs silhouettes se fondent dans la lumière déclinante. Le ciel semble leur offrir une promesse silencieuse de celle d'un avenir meilleur. Qu'ils bâtiraient ensemble jour après jour avec courage, amour, une feuille inébranlable en la justice.